Dans cette présentation, on va parler de la conservation de l'énergie, mais dans le cas d'un système qui est composé de deux objets. Ça s'applique également aux systèmes qui sont composés de plus de deux objets, mais dans la présentation, on va se limiter à des systèmes qui comportent seulement deux objets. Donc, éléments à maîtriser préalablement. Il faut être capable de calculer l'énergie mécanique d'un objet. Donc, on avait trois formes d'énergie, l'énergie cinétique, potentiel gravitationnel et potentiel élastique. Et enfin, appliquer la conservation de l'énergie mécanique à un objet isolé. Donc, énergie initiale égale énergie finale, tout simplement. Donc, c'est la somme des trois types d'énergie, donc l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle plus l'énergie potentielle élastique. Objectif. Donc, pour un système comportant deux objets, calculer l'énergie mécanique et appliquer la conservation de l'énergie. Alors, c'est les mêmes lois de la physique, c'est les mêmes énergies, mais on va appliquer ça justement à un système qui comporte deux objets. Donc, ça va tout simplement nous donner un petit peu plus de calcul à faire. Donc, la particularité d'un système à deux objets, il faut comprendre que c'est l'énergie totale d'un système qui est conservée. Ce n'est pas l'énergie d'un seul objet qui va être conservée. Si le système compte plus d'un objet, donc je dois considérer l'ensemble des objets dans mon système. Donc, l'énergie totale, c'est la somme des énergies de chaque objet. Ça, c'est une chose. Et également la règle du gros bon sens que deux objets qui sont liés ensemble ont le même module de vitesse. Donc, ces deux éléments-là vont nous permettre d'appliquer les lois de conservation qu'on connaît déjà à des systèmes qui comportent deux objets et plus. Donc, l'énergie totale, vous allez additionner toutes les formes d'énergie. Donc, l'énergie cinétique de tous les objets, l'énergie potentielle gravitationnelle de tous les objets et l'énergie potentielle élastique de tous les ressorts qui sont présents. Donc, on peut tout de suite passer à un premier exercice, soit le système suivant constitué des masses M1 égale 3 kg et M2 égale 5 kg. Donc ici 3 kg et M2 5 kg. Donc on voit que la masse la plus lourde est surélevée. Ils sont toutes deux au repos, donc ce qui devrait se passer, c'est que normalement la masse bleue devrait descendre et la masse rouge va monter. La masse M2 est à une hauteur de 5 mètres au-dessus du sol. Calculez le module de la vitesse de la masse M2 lorsqu'elle touche le sol. Donc, on va regarder une petite analyse conceptuelle. Ce n'est pas obligatoire de le faire, mais ça peut quand même nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, regardons notre situation initiale où l'événement 0, donc la masse M2 est en haut, la masse M1 est au sol. Qu'est-ce qu'on a comme forme d'énergie? Tout ça est au repos. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a pas de ressort non plus. On a seulement de l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, M2, la masse M2 a de l'énergie sous forme gravitationnelle. Et la masse M1, elle n'a aucune énergie. Donc, j'ai mis un rectangle vide. Il n'y a pas d'énergie cinétique, il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas de ressort et elle est au niveau du sol. Regardez, on a mis notre Y égale à 0 au sol, donc elle n'a aucune énergie. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Donc, on voit que les deux masses sont en mouvement. M2 est rendu au sol, M1 est rendu en haut. Donc, on va avoir, premièrement, M2 va avoir de l'énergie cinétique. Elle est en mouvement. M1 aussi va avoir de l'énergie cinétique, mais regardez, j'en ai mis un petit peu moins. Comme l'énergie cinétique, c'est 1/2 mv carré, elles ont le même module de vitesse, mais M1 est plus petit. Donc, comme la masse est plus petite, pour la même vitesse, ça donne moins d'énergie. Également, elle a monté. Donc, elle a acquis de l'énergie potentielle gravitationnelle. Elle a remonté jusqu'à une hauteur de 5 mètres, parce que la masse M2, elle, a descendu de 5 mètres. Donc, elle a remonté jusqu'à une hauteur de 5 mètres, mais encore une fois, comme la masse est plus petite, donc pour la même hauteur, j'ai moins d'énergie potentielle. Alors, l'énergie a changé de forme, toutefois, la quantité est demeurée constante. Donc, ce que j'avais au début, j'ai seulement de l'énergie potentielle gravitationnelle. Ce que j'ai à la fin, j'ai un peu d'énergie cinétique pour la masse M2. M1, un peu d'énergie potentielle pour la masse M2
pardon, la masse M1. Donc tout ça ici, c'est M1. Et j'ai de l'énergie cinétique pour la masse M2. Donc, ce que la conservation de l'énergie nous dit, c'est que ces énergies-là sont égales. Donc, on va attaquer le problème de manière plus formelle avec la description des énergies à chaque événement. Donc, l'événement 0 correspond à ma situation initiale. L'événement 1 correspond à la situation finale. Donc, K0, ça part du repos, c'est 0. Ensuite de ça, n'oubliez pas, si vous voulez définir l'énergie potentielle, on définit l'axe de référence. Donc, si ce n'est pas déjà fait, pensez à le faire. Et ça me donne quoi? Donc, c'est M2 qui est à une hauteur de 5 mètres. J'ai 245 joules. Et il n'y a pas de ressort, donc on a 0 énergie potentielle élastique. Donc, ça, c'est pour l'événement 0, situation initiale. À la fin, qu'est-ce qui se passe? L'énergie cinétique, bien là, il faut comprendre que chaque masse a de la vitesse, chaque masse a de l'énergie cinétique. Et puisque je veux l'énergie du système, je dois faire l'énergie totale de chacun des objets. Donc, on a l'énergie cinétique de la masse M1 et l'énergie cinétique de la masse M2. Donc, l'énergie cinétique, c'est le total de ces deux énergies-là. L'énergie potentielle gravitationnelle, j'ai juste la masse M1 qui a de l'énergie potentielle gravitationnelle. Voyez-vous, donc 147 joules. Effectivement, c'est moins que ce que j'avais avant. Et il n'y a toujours pas de ressort. Donc, on ne l'a pas écrit explicitement, mais évidemment, l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est l'énergie potentielle des deux objets. Donc, à chaque fois qu'il y en a un, par exemple ici, la masse 1, la masse 2, j'en ai 245, ben, je pourrais dire que j'ai plus 0 joules pour la masse 2, pour M1. Et ici, plus 0 joules pour M2. Mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Donc, on voit qu'ils sont sur la hauteur y égale 0, sur l'axe de référence. Donc, c'est implicite, là, leur énergie vaut 0 à ces masses-là. Donc, ça, c'est l'énergie totale potentielle gravitationnelle de la masse M2, mais c'est aussi l'énergie totale du système au départ. Et c'est l'énergie qu'il va avoir à la fin également. Donc, ma conservation d'énergie, on écrit la formule au long. Alors, il y a un petit peu plus de termes. J'ai mis le K1, je l'ai mis en jaune pour qu'on voit bien que c'est la contribution. Là-dedans, j'ai deux masses qui sont en mouvement. Ça ici, c'est mon énergie potentielle gravitationnelle au départ. Et donc, on va tout simplement isoler. Donc, le 147, on va l'envoyer de l'autre côté. Et il va nous rester ce terme-là ici. Donc, on va pouvoir remplacer par les masses. Donc, c'était respectivement 5 et 3 kg pour aller isoler la vitesse, donc 4,95 mètres par seconde. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est l'énergie totale qui est conservée. Donc, à chaque fois que vous calculez une énergie initiale ou finale, il faut calculer l'énergie de l'ensemble des éléments du système. Deuxième exercice. Deux blocs reliés par une corde. Donc, masse M1, 2 kg et M2 égale 4 kg, toutes deux au repos. Donc, ici, c'est 2 kg et ici, c'est 4 kg. La masse M2 est à une hauteur de... Bon, ça, c'est pas vrai. Ça ne devrait pas aller là. Ça vient de la question précédente. Bon, le ressort a une constante de rappel 40 N par mètre et est à sa position d'équilibre. Quel est le module de la vitesse de M2 après qu'elle ait descendu de 0,5 mètres? Donc, ce qui va se passer ici, évidemment, vous avez une masse qui est suspendue, le ressort est à sa position d'équilibre, le ressort n'exerce aucune force pour l'instant, donc nécessairement, cette masse-là va descendre. Et on veut savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle a descendu de 50 cm. Évidemment, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si cette masse-là descend de 50 cm, le ressort va s'étirer également de 50 cm. Donc, vous allez avoir une déformation de 50 cm du ressort. Donc, les deux éléments sont liés. Alors, on va identifier nos énergies. Bon, premièrement, tout ça part du repos.
Énergie cinétique initiale égale 0. Définissons l'axe de référence. Ça semble pas tout à fait évident. Où est-ce que je le place? Et là, comme j'ai de la difficulté à placer mon axe de référence, qu'est-ce qu'il y en est pour l'énergie potentielle gravitationnelle initiale? Bien, je vais vous montrer que ça n'a pas vraiment d'importance. Donc, l'axe de référence, vous pouvez vraiment le placer où vous voulez. Ça n'aura pas d'influence sur votre réponse finale. Voici trois configurations qui ont l'air similaires. Donc, j'ai une masse M1, une masse M2 et qui sont suspendues. Donc, la masse M2 va tomber et va tirer la masse M1 qui va donc tirer le ressort. Donc, ça, c'est la situation qu'on est en train d'étudier. Ce que j'ai fait dans celle-là, j'ai juste modifié un petit peu. J'ai mis les deux masses exactement à la même hauteur. Vous voyez? Et ici, j'ai fait la même chose avec un système de poulies, ma foi, assez ingénieux. Les deux masses sont exactement à la même hauteur. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, qu'on va voir dans les prochaines diapos, c'est que toutes ces situations sont équivalentes. Parce que la question qu'on nous pose est toujours la même. M2 descend de 50 cm. Donc, peu importe la position d'où on part, ce qui nous intéresse, c'est quand M2 a descendu de 50 cm. Et dans tous les cas, peu importe comment sont placées les masses, si M2 descend de 50 cm, le ressort va aussi s'étirer de 50 cm. Donc tout ça est tout à fait équivalent. On va le démontrer plus formellement plus tard. Mais pour l'instant, on va y aller avec cette représentation-là. On va essayer quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire ça dans vos résolutions parce que je vais vous montrer que ce n'est pas nécessaire, mais voici quelque chose qu'on pourrait faire pour résoudre ce problème-là si on a un problème avec l'axe de référence. Bon, on va dire qu'on le place ici. Alors c'est beau, on va dire que la masse M2 est à une hauteur de 0. Mais là, la masse M1 est plus haute. Est plus haute, on le voit. Donc, disons que cette hauteur-là, c'est H. Je ne connais pas c'est quoi H. Ce n'est pas donné dans la question. Alors, c'est une inconnue. Voyons voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, au départ, à la fin, on va définir les énergies. Donc, toujours K0 égale 0, ça part du repos. UG0, bien regardez, cette masse-là, M2 est à une hauteur de 0 et la masse M1 est à une hauteur H. Donc, H, je ne sais pas c'est quoi, mais j'ai remarqué qu'elle était plus haute. Donc, on va mettre cette valeur-là, même si je ne la connais pas. U ressort, 0, le ressort est à sa position d'équilibre. Énergie initiale, donc, énergie à l'événement 1, pardon, énergie finale. Donc, K1, une demi M1 V carré plus une demi M2 V carré. Donc, les deux masses ont la même vitesse. Et l'énergie cinétique, c'est la somme des énergies cinétiques de chaque masse. UG1. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien, la masse M1, elle s'est déplacée à l'horizontale. Donc, elle se trouve, disons, ici, à la fin du mouvement. Alors, elle est toujours à la même hauteur. Donc, j'ai encore M1GH ici. Par contre, la masse M2, elle a descendu. Donc, elle est rendue à une hauteur Y égale moins 0,5 m. Donc, elle a descendu sous l'axe de référence. Donc, c'est pour ça que j'ai un signe négatif. Et le ressort, bien évidemment, il s'est étiré d'une distance X. X, c'est égal à 0,5 m. Donc, si la masse 2 descend de 0,5 m, le ressort s'étire également de 0,5 m. Donc, je peux trouver la valeur numérique, ça me donne 5 joules. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on va mettre ça dans notre loi de la conservation de l'énergie. Donc, K0 plus UG0 plus U ressort 0 égale K1 plus UG1 plus U ressort 1. Et on va remplacer par les valeurs numériques. Donc, UG0, on va le laisser s'écrire là. Voilà. UG0, j'avais ceci. K1, c'est tout ça. Donc, tout ça, c'est K1. UG1, c'est tout ça ici. Et finalement, U ressort 1, c'est le 5 joules qu'on a ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque là? On avait inventé cette espèce de hauteur H.
Donc j'avais dit, OK, arbitrairement, le bloc 1 il est à une hauteur h au-dessus du bloc 2. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Regardez, je le retrouve de part et d'autre de l'équation, donc ça s'annule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire une chose, premièrement, ça veut dire que h peut prendre n'importe quelle valeur, ça ne change rien à ma réponse finale. Quand on peut prendre n'importe quelle valeur, ben, si jamais on prend h égale 0, hein, donc les deux blocs sont à la même hauteur. Par exemple, avec le fameux système de poulies que j'avais mis ici, les deux blocs étaient à la même hauteur. Donc là, j'ai h égale 0. Comme il s'annule de part et d'autre de mon équation, ça ne va rien changer à la réponse finale. Alors, on va simplifier notre équation. Donc, tout ce qui nous reste, il me reste 0 du côté gauche. Et du côté droit, donc, il me reste l'énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle du bloc 2 et l'énergie potentielle élastique du ressort. Donc, on remplace par les masses. Ici, donc c'était respectivement 2 et 4 kg. Ici, j'ai tout de suite fait le calcul. Donc, on n'oublie pas que j'ai un négatif ici. Hein. Donc, tout ça, ça me donne moins 19,6. Ce terme-là ici. Plus 5. Et il est parti où le moins? Ben, j'ai pris ce terme-là et je l'ai envoyé de l'autre côté. Donc, c'est quand même quelques étapes là, que je ne fais pas explicitement, mais ça nous annule les moins. Et il faut que j'obtienne une valeur positive parce que je veux prendre une racine carrée pour la vitesse. Et j'obtiens 2,2 mètres par seconde. Donc, ce qu'on voit là-dedans, encore une fois, hein, donc on utilise l'énergie de chacun des objets, on l'additionne pour trouver mon énergie totale et c'est ça qui est conservé. Mais également, quand les objets semblent à des hauteurs différentes puis que ça nous embête pour placer l'axe de référence, en fait, on voit que s'il y a une différence de hauteur entre les objets, ben la plupart du temps, là, on le voit ici, cette différence de hauteur-là, je pourrais supposer qu'elle est 0, puis je vais avoir exactement la même solution à la fin. Je vais vous montrer ça de manière un petit peu plus formelle. Donc, mes trois manières de voir ça, les trois dispositions possibles qui donneraient toute la même vitesse après une descente de 0,5 mètres, ben, ce que je remarque, c'est que c'est la variation d'énergie potentielle qui est importante. D'accord? Donc, j'ai de l'énergie potentielle au début, j'en ai à la fin, c'est beau. Mais qu'est-ce qui est important? Bien, dans mon calcul, je vais me retrouver à faire une différence. Donc, je vais soustraire ce que j'ai d'un côté avec ce que j'ai de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que j'ai de chaque côté? C'est pas tant important que quelle est la différence entre ces deux termes-là. Alors, c'est la variation qui est importante et non pas les valeurs individuelles. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? C'est que c'est la variation de hauteur qui est importante et non pas les hauteurs individuelles. Donc, les variations de hauteur, ben, le bloc 1, il n'a aucune variation de hauteur. Jamais. Jamais. Donc, s'il reste toujours à la même hauteur, essentiellement, ça ne rentre pas dans mon équation de conservation d'énergie. Par contre, lui, il descend de 0,5 mètres dans tous les cas que j'ai là. Il y a la même variation de hauteur. Donc, qu'il parte de plus haut, qu'il parte de plus bas, c'est pas important, c'est la variation de hauteur qui est importante. Donc, une manière dont j'aurais pu représenter ça, je repars avec mon équation ici. Donc, j'ai appelé, pour ne pas se mélanger, j'ai appelé les masses MA et MB. Donc, les blocs, là, MA, puis le bloc qui est suspendu, on va dire qu'on l'appelle MB. Okay, juste pour ne pas mélanger avec les indices 0 puis 1 là, des événements. Donc, qu'est-ce que j'ai? Admettons que j'ai des hauteurs quelconques. D'accord? Donc, ça, c'est mon énergie potentielle gravitationnelle initiale. Alors, j'ai MAG fois la hauteur initiale de A, MBG fois la hauteur initiale de B, et j'ai mon énergie potentielle gravitationnelle finale, donc MAG fois la hauteur finale de A, et MBG fois la hauteur finale de B. Et quand je vous disais, c'est les variations qui sont importantes. Là, regardez ce qui se passe quand je vais essayer de résoudre. Donc là, par exemple, je voudrais isoler l'énergie cinétique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, je ramène toutes les énergies potentielles
du côté gauche. Et voici ce que ça me donne. Donc, le terme là, je l'envoie de ce côté-là. Et là, je mets en évidence donc tout ce qui était relatif à la masse A. Donc, je le mets ici dans cette parenthèse-là. Et tout ce qui était relatif à la masse B, je le regroupe ici. Fait qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est un delta Y. Seulement. Donc, quand la masse A ne change pas de hauteur, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun impact sur l'équation d'énergie. Seules les masses qui changent de hauteur vont créer un impact là, dans mon équation de l'énergie. Et de manière plus formelle, donc on a une formulation alternative pour la conservation de l'énergie que vous pouvez très bien utiliser dans des exercices. Donc si on part de notre équation de base, qui est la suivante, et là ce qu'on va faire, c'est que les termes d'énergie potentielle, on va les regrouper. Donc énergie potentielle gravitationnelle ou élastique, on va appeler ça tout simplement juste énergie potentielle. Juste pour simplifier un petit peu là, notre formulation. Donc K0 plus U0, donc l'énergie cinétique et potentielle que j'ai au départ, égale K1 plus U1, l'énergie cinétique et potentielle que j'ai à la fin. On va mettre de chaque côté les termes en K et en U ensemble. Donc, j'envoie U1 de l'autre côté, j'envoie K0 de l'autre côté. Qu'est-ce que ça me donne? Et du côté gauche, K1 moins K0, ça on le reconnaît. C'est une variation, c'est delta K. Et U0 moins U1, ben en fait, c'est l'opposé d'une variation. Donc, je pourrais sortir le moins U1 moins U0. Et on voit que ça, c'est une variation également. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Voici une autre formulation pour la conservation de l'énergie. Donc, moins la variation d'énergie potentielle, tout type confondu, égale à la variation d'énergie cinétique. Donc, encore une fois, ça démontre que les positions relatives des objets, là, c'est pas tant important. En fait, leur position absolue de chaque objet, c'est pas tant important, c'est comment leurs hauteurs vont varier. C'est ça qui compte. Donc, c'est pas où ils se trouvent au début, où ils se trouvent à la fin, c'est vraiment de combien leur hauteur varie qui va avoir un impact dans la conservation de l'énergie.